de retour sur le plateau de TV Finance et c'est l'heure désormais d'accueillir notre invité, Monsieur Philippe Wechter, pour notre interview éco. Bonjour Philippe. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes directeur de la recherche économique chez Ostrom Asset Management et également rédacteur du blog éponyme. Philippe, juste avant de vous poser ma première question, je tiens à rappeler que la bourse de Paris accélère sur son repli puisque désormais l'indice phare parisien cède 1,32% à 6043 points, probablement à cause de la publication d'un indice PMI manufacturier en Chine inférieur à 50, donc qui reflète la contraction de l'activité manufacturière en Chine. Philippe, l'inflation hier en France a reculé, a été publiée à 5,8%, quand en juillet elle était de 6,1%. Quelle est la composition déjà de cette inflation et est-ce que cette baisse peut être durable selon vous ? C'est une baisse liée essentiellement à l'énergie. Donc on voit bien l'impact de la politique économique sur le taux d'inflation, puisque depuis quelques mois, des mesures ont été prises pour réduire le prix de l'essence, pour caper le prix de l'électricité, pour caper le prix du gaz. Et donc on le voit dans l'indice des prix. Ce qu'on ne voit pas par contre à l'échelle européenne. Donc on voit bien les différences de politique économique qui ont été mises en œuvre. Et ce phénomène va s'accentuer au mois de septembre, puisque le prix de l'essence va baisser. On va passer de 18 à 30 centimes de rabais par l'État. Donc c'est un mouvement qui permet d'améliorer, de maintenir le pouvoir d'achat. Les autres composantes évoluent, mais c'est ce facteur-là qui a cassé l'inflation du mois d'août. Du mois d'août, on a vu aussi également, quand on regarde la composition de l'inflation, que ce sont les produits alimentaires, en fait, qui ont augmenté le plus vite. Est-ce que, selon vous, ça peut continuer ? La sécheresse en France cet été finalement va pousser les prix vers le haut. Est-ce que, le gros problème à l'échelle européenne, disons, c'est effectivement le prix les prix alimentaires. On le voit bien à l'échelle de la zone euro, dans l'indice des prix qui a été publié hier, la contribution des prix alimentaires est plus élevée que celle des biens ou celle des services. Donc c'est quelque chose de massif. C'est rarement le cas. Alors ça c'est un point intéressant, me semble-t-il, parce que on a des prix de l'énergie qui sont très élevés, même si en France on a des aides, etc. Mais les prix restent élevés. Les prix alimentaires augmentent, et notamment les prix alimentaires de l'alimentation transformée, puisqu'on intègre des prix qui ont été plus élevés par le passé. Et donc probablement que cette situation aura des conséquences sur le comportement des consommateurs. On ne peut pas faire l'hypothèse que ce sera neutre. On va privilégier sa nourriture, on va privilégier son essence, son ticket de métro, exactement. Et donc, ces deux éléments qui sont les éléments clés de l'inflation en zone euro risquent d'avoir des conséquences sur le reste de l'indice des prix et sur les comportements. C'est-à-dire que si je maintiens mes achats de produits alimentaires, eh bien, compte tenu de la hausse des prix, je serai obligé de réduire mes achats sur d'autres biens. Et donc, ce phénomène pourrait être significatif. On a des papiers qui sont sortis là-dessus sur le Royaume-Uni, où là, les inquiétudes sont beaucoup plus importantes encore, mais on voit bien le mécanisme de consommateurs qui sont obligés d'arbitrer, et donc ça va être un des éléments clés de la fin d'année sur la dynamique de la consommation et la dynamique du cycle économique. Deux choses, alors effectivement, au Royaume-Uni, il y a des papiers effectivement qui sont tombés, la Banque d'Angleterre annonce une inflation à quasiment 15% pour 2022, donc on est quand même dans un paradigme assez différent, mais qui explique totalement ce que vous expliquez, en fait. Mais donc, du coup, effectivement, changement des habitudes de consommation, les ménages vont consommer essentiel, vont se diriger vers les biens essentiels. Du coup, quel va être l'impact sur la croissance en 2023 ? Certains économistes parlent d'une croissance à 1% en 2023. Est-ce que, selon vous, 1% c'est suffisant pour stabiliser le marché du travail et éviter une remontée du chômage? Moi je pense qu'on sera même un peu en dessous. Donc la vraie question va être là, c'est-à-dire qu'on va avoir un enchaînement dans les mois qui viennent qui va être assez périlleux, si je puis dire. Parce qu'on va démarrer septembre
avec des revendications salariales fortes. Les salariés vont dire, nous on veut récupérer une partie du pouvoir d'achat, ce qui est logique. Normal, mais dans le même temps, on voit bien que le cycle économique s'est retourné du côté des entreprises. Les enquêtes qui sont menées, les enquêtes market, Standard & Poor's Global maintenant, S&P Global qu'on va avoir ce matin et aujourd'hui, on aura l'ISM cet après-midi aux États-Unis. Ces enquêtes montrent que le pic du cycle est largement passé. Donc les entreprises sont dans une situation plus complexe par rapport à ça. Donc ça, c'est un premier aspect. Et puis le deuxième aspect, cet effet de demande très limitée va infléchir le cycle économique et donc le marché du travail. Marché du travail qui était encore très dynamique. Comment va-t-il changer? Ça va être une question en France, en zone euro, aux États-Unis. Et donc on va avoir des risques d'une certaine instabilité sociale dans les mois qui viennent. Ce sera un défi pour les gouvernements. Pour les gouvernements, et donc instabilité sociale qui pèsera encore plus sur la croissance, j'imagine. Voilà, il y a un enchaînement qui va être un peu compliqué pour les mois qui viennent. Ok, merci Philippe pour ce point inflation. On va parler maintenant transition écologique. La semaine dernière, Emmanuel Macron a dit lors de la rentrée du Conseil des ministres c'était l'heure de la sobriété, en gros, en quelque sorte. Sobriété, on a vu cet été que le dérèglement climatique est une évidence pour tout le monde, on l'a tous subi, ou que ce soit pendant nos vacances. Il faut donc accélérer la transition écologique, mais ça va avoir évidemment un coût. Quel pourrait être le coût de cette accélération de la transition écologique, selon vous? Est-ce qu'on est capable de le chiffrer aujourd'hui? Il est très compliqué de le chiffrer. On voit des chiffres énormes qui sont publiés. On peut toujours publier des chiffres, ça a un côté rassurant. Non, ce qu'il faut, c'est effectivement prendre la mesure de ce qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire, et c'est ce que montrent les troubles et les dérèglements qu'on a vus cet été, c'est qu'il faut accélérer la transition énergétique. Et ça ne bouge pas beaucoup. C'est-à-dire que la transition énergétique, c'est quoi? C'est de passer de un peu plus de 80% de consommation d'énergie fossile, pétrole, gaz, charbon, à peu près 30% en 2050. C'est ce basculement-là qu'il faut faire. Ça veut dire qu'il faut transformer complètement l'économie. L'économie a fonctionné depuis la révolution industrielle sur le charbon d'abord, sur le pétrole ensuite. Maintenant, il faut substituer à ces énergies des énergies renouvelables. Et donc c'est ce basculement-là sur lequel il faut s'empresser d'intervenir parce que, comme l'évoquait le rapport du GIEC du mois d'avril, il faut que le pic des émissions de gaz à effet de serre soit en 2025. Donc il faut vite se mobiliser et c'est cette problématique-là qu'il faut accélérer. Plus que les chiffres, il faut y aller très vite maintenant et prendre des mesures qui accélèrent le fonctionnement des énergies renouvelables et qui pénalisent l'utilisation des énergies fossiles. Et dans ces cas-là, pour accélérer, est-ce qu'aujourd'hui la transition écologique a besoin d'un modèle économique propre, d'une politique macroéconomique propre, voire éventuellement monétaire ? Oui, on a besoin que la politique économique soit conditionnée par ça, parce que on peut pas faire l'hypothèse que il y aurait quelqu'un qui s'en occupera demain. Non, il y a urgence à le faire, et il faut que la politique économique soit conditionnée par cela. Mais on voit bien que c'est compliqué. On voit bien que dans la crise énergétique qu'on connaît, on préfère, et les Allemands en premier, réouvrir des centrales à charbon plutôt que des centrales nucléaires. On sait qu'il y a une discussion sur le rôle de chacun, mais en termes d'émissions, le nucléaire est bien moindre que le charbon. Donc on n'est pas prêt encore à basculer. C'est ça le drame du moment. Le drame du moment, c'est qu'on n'est pas prêt à basculer. Qui dit bascule qui dit transition dit bascule. Qui dit bascule dit sobriété. On doit être sobre, finalement, dans nos consommations énergétiques pendant un temps. On va devoir l'être. Est-ce que, selon vous, ça signifie décroissance, forcément, sobriété ? C'est très compliqué à imaginer, parce qu'on voit bien l'idée, si vous conditionnez la croissance à l'utilisation d'énergie fossile, comme on le fait depuis 2 siècles quasiment, on imagine bien que ça crée une rupture. Et c'est effectivement les tenants de la décroissance qui vont dans ce sens-là. C'est un petit peu plus compliqué, parce que, on peut espérer développer d'autres sources d'énergie, comme on a commencé à le faire, mais sur lesquelles il faut accélérer. Et puis,
aujourd'hui, c'est on rentre dans une ère tout à fait nouvelle. On va créer de nouveaux emplois, des emplois qu'on n'imagine pas aujourd'hui, etc. Donc c'est cet arbitrage qui va être intéressant. Soit on n'intervient pas du tout et on est contraint de réduire l'utilisation des énergies fossiles. Et là, effectivement, on rentre dans une période de décroissance. Soit on fait le maximum pour faciliter le développement des énergies renouvelables et faciliter la formation des gens pour associer à ce développement. Et on change de régime, on change de paradigme, et on peut avoir une situation où le bien-être de chacun reste relativement soutenu. Donc, préservé. Préservé, voilà. C'est cet arbitrage-là. Alors, si on fait un peu entre les deux, on va avoir un scénario moyen, mais c'est un peu l'idée des trois scénarios qu'on peut imaginer aujourd'hui. Qu'on peut imaginer aujourd'hui, vous dites faire le maximum, ça passe notamment par de lourds investissements. Or, aujourd'hui, on parlait d'une politique monétaire macroéconomique et d'une politique monétaire adaptée. Aujourd'hui, on sait que ça a un coût énorme, la transition écologique, ça va amener de l'inflation, très clairement. Aujourd'hui, l'inflation, tout le monde le sait, c'est un sujet inévitable, et les banques centrales luttent, c'est leur rôle. Est-ce qu'elles risquent, avec une cible à 2%, finalement, donc elles vont continuer à augmenter leur taux, les 2%, 9% en Europe, on n'y sera jamais avant plusieurs trimestres. Est-ce que les banques centrales, avec cette cible à 2%, ne risquent pas de freiner les investissements nécessaires en renchérissant le coût du crédit et donc de ralentir cette transition? Il y a deux choses. Dans la dynamique de la transition, les pouvoirs publics ont un rôle essentiel. Et c'est là-dessus qu'il faut intervenir. Et la Banque centrale aura toujours pour mission d'acheter une partie de la dette qui sera émise. Ça permettra de compenser. Après, il faut que ces investissements publics créent des incitations et qu'il y ait par ailleurs d'autres incitations pour que le secteur privé rentre dans la même logique. Donc ça, il y a un effet important qui aura lieu et il faut qu'il y ait ces effets d'entraînement qui jouent. Mais l'État a un rôle majeur. Après, la Banque centrale peut avoir des stratégies. On voit que la BCE veut orienter sa politique monétaire sur un cadre un peu plus vert en termes du côté des entreprises, etc. Donc ça va être important. Et le deuxième point, il y a deux autres points très rapidement. Le premier, c'est quelle va être la cible d'inflation demain, parce qu'on imagine bien que l'inflation sera un petit peu plus élevée que les 2% qu'on a connus ces dernières années. 4% selon vous? Ça peut être 3, ça peut être 4. Ça, oui. Pour l'instant, personne ne veut s'engager, mais on voit bien qu'il y a une problématique qui est posée. Et puis le dernier point, à court terme, c'est que malgré tout, même si la Banque centrale européenne augmente ses taux de 75 points de base la semaine prochaine, on reste sur des niveaux de taux très bas, malgré tout. Donc les taux d'intérêt réels, c'est-à-dire taux d'intérêt moins inflation, restent très largement négatifs. Donc ça n'est pas complètement contraignant. Donc c'est pour ça que ça fait un environnement assez complexe. Ok, très clair. Merci beaucoup Philippe. Merci beaucoup pour votre précision, vos analyses, votre œil. Je vous remercie beaucoup. Je rappelle que vous êtes directeur de la recherche chez Ostrum Asset Management et également rédacteur du blog éponyme. On marque une ultime pause et on se retrouve pour notre point bourse. À tout de suite sur TV Finance.